Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet du livre King Kong Theory de Virginie Despentes. Dans ce chapitre, Virginie Despentes, elle va nous raconter l'histoire de son viol et comment elle l'a vécu, qu'est-ce qu'elle en a tiré et comment elle l'interprète, et du coup son rapport à tout ça dans sa pensée féministe. Mais avant ça, le chapitre commence par une citation d'Angela Davis dans Woman, Race and Class en 1980, qui dit: aux États-Unis et dans d'autres pays capitalistes, les lois sur le viol en tant que règle ont été d'abord pensées pour la protection des hommes des classes aisées, dont les filles et les épouses pouvaient être attaquées. Ce qui arrivait aux femmes de classe ouvrière importait peu à la justice. C'est ainsi que très peu d'hommes blancs ont été inculpés pour des crimes sexuels qu'ils ont infligés à ces femmes. C'est une citation qui est assez intéressante parce qu'au final, elle permet de remettre en contexte comment on considère le viol, même d'un point de vue légal. C'est-à-dire que même les avancées légales de la justice, en fait, au sujet de comment on considère le viol, sont pensées d'abord pour et par les classes dominantes. Et puis directement, ce chapitre il commence par l'histoire de Virginie Despentes qui nous dit: juillet 86, j'ai 17 ans, on est deux filles en mini-jupe, je porte des collants rayés et des converses basses rouges. On revient de Londres, où on a dépensé en disques, teintures et divers accessoires cloutés tout l'argent qu'on avait en stock. Donc plus une thune pour le voyage de retour. On galère pour rejoindre Calais en stop, ça nous prend toute la journée. Puis pour payer le ferry en faisant la Manche directement à côté des guichets. Quand on arrive à Calais, la nuit est déjà bien tombée. Pendant la traversée, on a cherché des gens en voiture qui nous rapprocheraient. Deux Italiens plutôt beaux qui fument de l'herbe nous conduisent jusqu'aux portes de Paris. On se retrouve en pleine nuit à une station d'essence quelque part sur le périphérique. On décide d'attendre que le jour se lève et les routiers avec, pour trouver un camion qui irait direct sur Nancy. On traîne sur le parking, dans le magasin, il ne fait pas tellement froid. Voiture de 3 lascars blancs, type banlieusard de l'époque, bière, pétard. Il est question de Renaud, le chanteur. Comme ils sont trois, dans un premier temps, on refuse de monter avec eux. Ils se donnent la peine d'être vraiment sympas, faire des blagues et discuter. Ils nous convainquent que c'est trop bête d'attendre à l'ouest de Paris alors qu'ils pourraient nous dropper à l'est, là où ce sera plus facile de trouver quelqu'un. Et on monte dans la voiture. Des deux filles, je suis celle qui est le plus bourlinguée. La plus grande gueule, celle qui décide qu'on peut y aller. Au moment où les portières claquent, cependant, on sait déjà que c'est une connerie. Mais au lieu de hurler « on descend », les quelques mètres où il est encore temps, on se dit, chacune dans notre coin, qu'il faut arrêter de paranoïer et de voir des violeurs partout. Ça fait plus d'1 heure qu'on parle avec eux, ils ont juste l'air de branleurs, amusants, vraiment pas agressifs. Cette proximité depuis parmi les choses indélébiles, corps d'homme dans un lieu clos où l'on est enfermé avec eux, mais pas semblable à eux. Jamais semblable avec nos corps de femmes. Jamais en sécurité, jamais les mêmes qu'eux. Nous sommes du sexe de la peur, de l'humiliation, le sexe étranger. C'est sur cette exclusion de nos corps que se construisent les virilités, leur fameuse solidarité masculine. C'est dans ces moments-là qu'elles se nouent. Un pacte reposant sur notre infériorité. Leur rire de mec, entre eux, le rire du plus fort, en nombre. Pendant que ça se passe, ils font semblant de ne pas savoir exactement ce qui se passe. Par contre, parce qu'on est en mini-jupe, une cheveux vert, une cheveux orange, forcément, on baisse comme des lapins. Donc le viol en train de se commettre n'en est pas tout à fait un. Comme pour la plupart des viols, j'imagine. J'imagine que, depuis, aucun de ces trois types ne s'identifie comme un violeur. Car ce qu'ils ont fait, eux, c'est autre chose. À trois, avec un fusil contre deux filles qu'ils ont cognées jusqu'à les faire saigner, pas du viol. La preuve, si vraiment on avait tenu à ne pas se faire violer, on aurait préféré mourir, ou on aurait réussi à les tuer. C'est là qui ça arrive, du point de vue des agresseurs, d'une manière ou d'une autre, ils s'arrangent pour le croire. Tant qu'elles s'en sortent vivantes, c'est que ça ne leur déplaisait pas tant que ça. C'est la seule explication que j'ai trouvée à ce paradoxe. L'idée première qui ressort de ce récit, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que les personnes qui agressent et qui commettent des viols se reconnaissent quasiment jamais comme des agresseurs. Il y a toujours une manière de s'arranger avec les faits, de s'arranger avec la réalité et de se dire que c'est jamais tout à fait pareil, c'est jamais exactement un viol, c'est jamais, il y a toujours des circonstances atténuantes, c'est une connerie, c'est une bêtise, mais on parle jamais réellement d'un viol. Ce qu'elle raconte ensuite, c'est qu'après la publication de Baise-moi, son bouquin, où elle y parle notamment de son viol, il y a énormément de femmes qui lui confient avoir été violées. Elle dit à ce propos, ça se répétait au point d'être dérangeant, je me suis même demandé si elle mentait. Et en fait, elle revient là-dessus en disant, bah en fait, la culture du viol, c'est aussi ça. C'est aussi le truc de, le premier réflexe qu'on a, c'est de remettre en doute la question des victimes. C'est de se dire, attends, mais t'es sûr, parce que c'est quand même une accusation grave. Je veux dire, on va pas non plus, tu te rends compte des implications, est-ce que tu te rends compte que c'est grave ce que tu dis? Et on va tenter de silencier les victimes. Au sujet du viol, ce qu'elle dit, c'est, après avoir reçu tant de témoignages de femmes différentes,
Voilà un acte fédérateur qui concerne toutes les classes sociales, d'âge, de beauté et même de caractère. Et donc elle, grosso modo, on est en 2007, donc au début ou 10 ans avant MeToo, hein, selon comment on a envie d'interpréter les dates, mais effectivement c'est déjà pour elle les constats de MeToo, c'est-à-dire que le viol, c'est un fait banal, pas au sens que c'est pas grave, mais au sens que c'est extrêmement fréquent, et au sens que ça se reproduit partout dans la société, quelles que soient les conditions de vie, quelle que soit la classe sociale, quelle que soit la race, l'âge, peu importe. Le viol, c'est quelque chose de constant dans le patriarcat. Et de là, elle se fait une réflexion, elle se dit, c'est quand même marrant parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui se disent avoir été violées, mais on n'entend jamais l'inverse. On n'entend jamais des hommes dire, ah bah moi j'ai violé telle ou telle personne, ah bah moi je suis concerné de telle ou telle manière par le viol, etc. Et que vraiment, c'est une constante de se dire que les hommes vont s'arranger avec la vérité pour ne pas se reconnaître comme tel. Dans la plupart des cas, le violeur s'arrange avec sa conscience. Il n'y a pas eu de viol, juste une salope qui ne s'assume pas et qu'il a suffi de savoir convaincre. À moins que ce ne soit difficile à porter, aussi, de l'autre côté. On n'en sait rien, il n'en parle pas. Et donc il y a cette idée que le viol via la figure monstrueuse de dire ah les violeurs c'est des gens, vraiment c'est la lie de l'humanité, etc. C'est un truc qui permet à la fois aux hommes de se distancier de cette figure-là et de se dire bah moi je peux pas me reconnaître comme tel. Et donc de s'arranger à chaque fois avec la vérité, de dire non, ce que j'ai fait, c'est pas un viol. C'est pas aussi grave. Il y a toujours un contexte qui fait que oui, mais on avait bu, on est allé trop loin, il y a ci, il y a ça, pour éviter de rentrer dans cette catégorie qui est censée être si excluante, même si en réalité, elle ne l'est pas tant que ça. Et puis elle répond à des idées comme quoi le porno serait responsable d'une augmentation du nombre de viols. Ce à quoi elle répond que bah non, en fait c'est quelque chose qui a toujours été là. Le viol ça a toujours été quelque chose de très présent dans la société patriarcale et c'est pas effectivement le fait qu'on monte des images pornographiques qui a changé quoi que ce soit en fait. Elle dit par contre, elle de son point de vue, en revanche quelque chose qui a changé c'est que il y a plus de guerre. En tout cas il y a plus de guerre de la part du pays de la France. Et donc, sa théorie, c'est de dire que, en fait, le viol comme acte de guerre, c'est quelque chose qui a été pareil, hein, étudié depuis, et qui a montré qu'il y avait des viols collectifs de la part des soldats sur les pays qu'ils envahissaient. Et donc, l'idée, c'est de dire que comme maintenant, il n'y a plus cet acte de viol pour la bonne cause, entre guillemets, hein, parce que, et c'est mis entre guillemets dans le livre, dans le cadre de faire la guerre, et ben, le nombre de viols civils augmente. C'est-à-dire que comme on a moins de viols guerriers, on a plus de viols civils. Et puis elle finit sur quelque chose qui est bien admis aujourd'hui pour quiconque s'intéresse un tout petit peu au féminisme, que le viol c'est quelque chose de constitutif du patriarcat, et donc d'une société patriarcale à tous les niveaux, quelle que soit la race, la classe sociale, le contexte, peu importe. C'est toujours quelque chose de présent. Et puis elle parle du viol d'une amie à elle qui l'a secouée. Elle dit 3 ans plus tard, sur les pentes de la Croix-Rousse, une fille que j'aime beaucoup se fait violer chez elle, sur la table de la cuisine, par un type qui l'a suivie depuis la rue. Le jour où je l'apprends, je travaille dans un petit magasin de disques, Attaque Sonore, dans le Vieux-Lyon. Superbe temps, soleil, grande lumière d'été le long des murs des rues étroites de la vieille ville. Vieille pierre de taille polie, dans les blancs jaunis et orangés. Les quais de Saône, le pont, les façades des maisons, ça m'a toujours tapé comme c'est beau. Et ce jour particulièrement. Le viol ne trouve aucune tranquillité, et c'est déjà contenu dans la ville. J'ai fermé le magasin et je suis parti marcher. Ça m'a plus révolté que quand ça nous était arrivé directement. J'ai compris à travers son histoire à elle que c'était quelque chose qu'on attrapait et dont on ne se défaisait plus. Inoculé jusque-là, je m'étais dit que j'avais bien encaissé, que j'avais eu la peau dure, et autre chose à foutre dans ma vie que laisser 3 ploucs me traumatiser. Ce n'est qu'en observant à quel point j'assimilais son viol à un événement après lequel rien ne serait plus jamais comme avant, que j'ai accepté d'entendre par ricochet ce que je ressentais pour nous-mêmes. Blessure d'une guerre qui doit se jouer dans le silence et l'obscurité. Et donc, dans ces 2 passages, ce qu'on voit, c'est que d'une part, il y a vraiment un rapport au viol qui est vraiment différent quand on le vit et quand on connaît quelqu'un qui l'a vécu, c'est-à-dire qu'on a tendance à pas que ce soit pas grave quand on le vit, hein, mais qu'on a tendance à rendre les choses encore pires pour les gens qu'on connaît, parce que
il y a cet imaginaire commun et cette culture patriarcale, parce que ça fait partie de la culture patriarcale, de transformer le viol comme un événement tellement unique et spécifique et qui va changer énormément de choses dans la vie de la personne, ce qui n'est pas toujours le cas en réalité. Et par ce rapport-là, ce que nous raconte Virginie Despentes, c'est que d'un coup, elle s'est prise à avoir un regard extérieur sur un sujet qui la concernait directement. Et donc avoir un regard extérieur lui a permis de considérer différemment ce qui lui était arrivé à elle-même et d'en prendre un peu plus la gravité parce que bah, y a ce choc traumatique qui permet, entre guillemets, aux victimes parfois de minimiser et de pas être impactées de la même manière que et de ne pas ressentir la même gravité, entre guillemets. Parce qu'il y a pas mal de mécanismes psychologiques, hein, de l'ordre de la dissociation, etc., pas mal d'autres, qui permettent d'éviter certains vécus, certains souvenirs qui sont trop durs pour le corps humain. Et donc, suite à ça, elle va se retrouver, elle, à suivre une formation féministe, quelque chose dont elle était relativement loin jusque-là. Et elle va nous raconter donc la suite de ça, c'est « J'avais 20 ans quand ça lui est arrivé. Je ne tenais pas à ce qu'on me parle de féminisme. Pas assez punk rock, trop bon esprit. Après son agression, je me suis ravisé et j'ai participé à un week-end de formation d'écoute de Stop Viol. Une permanence téléphonique pour leur parler suite à une agression. Ou prendre des renseignements juridiques. Ça avait à peine commencé que déjà je râlais dans mon coin. Pourquoi on conseillerait à qui que ce soit d'aller porter plainte, aller chez les keufs, à part pour faire marcher une assurance, j'avais du mal à voir l'intérêt. Se déclarer victime d'un viol dans un commissariat, je pensais instinctivement que c'était se mettre en danger. La loi des flics, c'est celle des hommes. Alors, c'est dit qu'en filigrane, parce que ça en reste que à ce... Enfin, c'est dit que dans ces quelques mots-là. Mais effectivement, il y a cette notion aussi qui est de dire que bah, la police est aussi une institution patriarcale, et la justice d'ailleurs. C'est moins poussé en tout cas dans ce chapitre, mais c'est quelque chose qu'on sait maintenant hein, par les études féministes, par les associations qui font porter ça, le nombre de viols qui finissent par un jugement, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais on est à 98% classés sans suite. Et puis, elle se ravise un peu petit à petit sur cette formation qu'elle a parce que elle se rend compte qu'il y a des choses qui sont plus ou moins pertinentes qui lui sont racontées, et notamment que la victime, comme l'agresseur au final, ne parle pas de ce qu'elle a vécu comme un viol. Et c'est vrai qu'elle se fait la réflexion que au final, effectivement, elle avait vécu ça et elle vivait toujours ça en réalité. Qu'est-ce que j'ai fait moi jusque-là? Les rares fois, le plus souvent bien bourré, où j'ai voulu en parler, est-ce que j'ai dit le mot? Jamais. Les fois où j'ai cherché à raconter ce truc, j'ai contourné le mot viol. Agresser, embrouiller, se faire serrer, une galère, whatever. Et puis ce qu'elle raconte, c'est que elle, à chaque fois qu'il lui arrive une galère, donc une galère, un trauma ou peu importe en fait, à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose de fort dans sa vie et qu'elle a besoin de le process, son réflexe c'est de se tourner vers la littérature. Et ce qu'elle nous dit, c'est que chaque trauma a sa littérature. Notamment, elle parle de j'ai lu Vol au-dessus d'un lit de coucou en sortant d'hôpital psychiatrique, etc. Donc pour avoir un regard un peu différent sur la psychiatrisation. Mais à l'époque, en tout cas en 2007, elle dit c'est fou parce que j'ai rien trouvé sur le viol. Elle trouve pas de romans, d'histoires qui permettent de comprendre et de réfléchir sur le sujet. Et puis elle finit par lire un livre de Camille Paglia, qui est une féministe italo-américaine. Et dedans, elle trouve des choses qui lui semblent vachement intéressantes. Ce que dit Camille Paglia, c'est qu'elle définit le viol comme un risque à prendre pour les femmes. Alors ça semble un peu provocateur, mais il y a une idée pertinente derrière ça, on va le regarder ensemble. Pour la première fois, quelqu'un valorisait la faculté de s'en remettre plutôt que de s'étendre complaisamment sur le florilège de trauma. Dévalorisation du viol, de sa portée, de sa résonance, ça n'annulait rien à ce qui s'était passé, ça n'effaçait rien à ce qu'on avait appris cette nuit-là. Donc la position de Camille Paglia, elle est un peu de dire qu'il faut remettre en valeur le fait de
pouvoir passer à autre chose, entre guillemets. Et on pourrait se dire qu'il y a une vision un peu ah bah c'est pas grave, vas-y, relève-toi, t'inquiète, c'est pas grave, rien à foutre de ta dépression, etc. Mais c'est pas vraiment l'idée profonde, et on va le voir dans la suite. Notamment, elle dit Paglia nous permettait de nous imaginer en guerrières, non plus responsables personnellement de ce qu'elles avaient bien cherché, mais victimes ordinaires de ce qu'il faut s'attendre à endurer si on est une femme et qu'on veut s'aventurer à l'extérieur. Elle était la première à sortir le viol du cauchemar absolu, du non-dit, de ce qui ne doit surtout jamais arriver. Elle en faisait une circonstance politique, quelque chose qu'on devait apprendre à encaisser. Paglia changeait tout. Il ne s'agissait plus de nier ni de succomber, il s'agissait de faire avec. Notamment, Paglia parle des droits des femmes aux États-Unis dans les universités et dit que dans les années 60, sur les campus, il y a un truc qui est de dire à une certaine heure, on va enfermer les femmes et leur dire bon bah voilà, vous sortez plus maintenant parce que c'est trop dangereux pour vous dehors. Et ce que dit Paglia, et c'est ce qui rejoint sa position de départ, qui est de dire en fait, nous en tant que femmes, ce qu'on veut, c'est pouvoir sortir et prendre ce risque de se faire violer s'il en est. Mais il n'est pas question que quelqu'un d'autre nous prive de nos libertés au nom de notre sécurité. Et donc là, on se rend compte qu'en fait, cette position, elle n'est pas tant de dire bon, bah c'est pas grave, on s'en remet, allez, aux Lakers, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Au contraire, il y a vraiment une idée de dire le viol est un risque inhérent dans la société patriarcale et sortir de cette... Alors, le mot est peut-être mal choisi, mais cette exagération, cette surreprésentation du trauma, etc., permettait d'en parler et donc de visibiliser le sujet et de le politiser. De dire, bon bah voilà, le viol, ça arrive régulièrement, comment on adresse ce sujet et qu'est-ce qu'on fait à ce sujet. Et puis, il y a une deuxième chose qu'il faut mettre en avant, que Virginie Despentes note dans son interprétation de Paglia, notamment, c'est qu'on sort de à la fois la victimisation, mais c'est-à-dire que on sort de la culpabilité surtout. On sort de cette logique patriarcale de dire comment était-elle habillée, est-ce qu'elles n'ont pas vraiment aimé ça, et on sort de cette idée de, vu qu'on le dédramatise, entre guillemets, puisqu'on remet ça comme quelque chose de fréquent, se pose la question non pas de dire quels sont les cas particuliers qui justifient que ça soit passé comme ça, parce que c'est quelque chose de tellement exceptionnel, mais de remettre de la politisation au centre de ce sujet-là. Et de sortir de cette logique de culpabilisation qui vient attaquer les victimes en leur disant est-ce que vous êtes sûr que vous êtes la bonne victime de viol? Ce que dit Virginie Despentes, c'est « Et s'il n'ait plus jamais été violé, j'ai risqué de l'être 100 fois ensuite. Juste en étant beaucoup à l'extérieur. Ce que j'ai vécu à cette époque, à cet âge-là, était irremplaçable, autrement plus intense que d'aller m'enfermer à l'école, apprendre la docilité, ou de rester chez moi et regarder des magazines. C'était les meilleures années de ma vie, les plus riches et tonitruantes. Et toutes les saloperies qui sont venues avec, j'ai trouvé les ressources pour les vivre. » Et donc on revient à cette idée-là où elle dit, effectivement, moi j'ai conscience du risque, j'ai conscience, a posteriori ou pas, peu importe, mais c'est-à-dire que le risque était là, effectivement, mais il était important pour elle, et c'est toujours important pour elle, de dire que c'est elle qui décide comment elle vit sa vie et comment on ne peut pas la priver de sa liberté au nom de sa sécurité. Et puis en revenant à nouveau sur ce sujet de la culpabilisation, il y a un truc, c'est que dans le viol, il faut constamment reprouver qu'on est une victime. Il faut constamment dire qu'on n'est peut-être pas d'accord et le justifier autant de fois qu'on aura la discussion avec autant de gens qui viendront vous poser les questions. Puisqu'il y aura toujours un truc pour à la fois cette figure du monstre, en fait, de rendre le violeur comme quelque chose de si rare et si incroyable et si dangereux, ça permet aussi de décrédibiliser le fait que ça devrait pas arriver, en fait. Et comme ça devrait pas arriver, si c'est arrivé, il faut que ce soit pas vraiment arrivé, et donc il faut demander aux victimes de se justifier et de le prouver autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce que potentiellement elles abdiquent et admettent que finalement c'était pas un viol parce que ça rend tout de suite tout le monde plus confortable. Et puis elle se lance dans une discussion autour du viol dans le cinéma,
notamment parce qu'elle parle du film Baise-moi, qui est le film qu'elle a dirigé basé sur le livre qu'elle a écrit. Et ce qu'elle dit au sujet du viol dans le cinéma, c'est que souvent dans le cinéma, on va avoir cette idée de le viol qui appelle une revanche et que des femmes vont se venger de manière violente et que ça, c'est une vision très masculine du viol, masculine dans le sens où voilà ce qu'on attend d'une victime de viol. Voilà ce qu'on se dit, ah mais moi si en tant qu'homme, si j'étais violé, évidemment j'irais tuer tous les responsables et je me vengerais brutalement, etc. Et ce qu'elle dit, c'est que le message, en tout cas le message qu'elle reçoit, il est plutôt clair, c'est de dire mais comment ça se fait que vous vous défendez pas brutalement? Et c'est un message de culpabilisation, c'est un message qui dit est-ce que vraiment vous vous sentiez violé? Parce que sinon, pourquoi vous vous êtes pas défendu? Et vraiment, ce message revient régulièrement. Et puis elle enchaîne en parlant en réalité, il y a une injonction au silence qui se fait sur l'agressé aussi. Donc on en a déjà un peu parlé au début de la vidéo, mais c'est-à-dire qu'il y a ce truc de dire mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu te rends compte de la gravité des accusations? Est-ce que tu te rends compte jusqu'où ça va? Etc. Et notamment, il y a aussi cette instrumentalisation de tu te rends compte ce que ça va faire, et encore une fois on revient au sujet des hommes, c'est qu'est-ce que ça va faire aux hommes de ton entourage, ils vont se sentir très mal, ils vont avoir de la peine pour toi et ça va blesser tout le monde. Peut-être le mieux c'est que t'en parles pas du tout, quoi. Et on se rend compte, alors pas pour les mêmes raisons, hein, mais on se rend compte qu'il y a effectivement une injonction au silence, à la fois pour les agresseurs et les agressés. À la fois parce qu'on se dit que les agresseurs, effectivement, n'ont rien à gagner d'en parler, parce qu'ils seraient reconnus comme des violeurs, qui est censé être quelque chose de profondément problématique et profondément des personnes qu'on va mettre à l'écart de la société, même si dans les faits, c'est pas toujours le cas et c'est même plutôt rarement le cas. Et aux agressés pour leur dire non, non, mais gardons un status quo, n'en parlons pas, c'est plus simple pour tout le monde. Ce à quoi elle répond qu'il y a une éducation et une socialisation qui apprend aux femmes à ne pas se défendre. C'est-à-dire que la violence n'appartient pas aux femmes, la violence c'est un domaine réservé des hommes. Et puis il y a aussi quelque chose qui est de dire que l'intégrité physique des hommes est plus importante que celle des femmes. Pour illustrer ça, elle dit qu'elle se souvient que au moment où elle se fait violer par ces 3 mecs, elle a un couteau dans sa poche et il dit que elle envisage pas une seule seconde de le sortir et de se battre et d'essayer de les tuer ou quoi que ce soit. En revanche, ce qu'elle dit, c'est qu'elle est persuadée que si on avait tenté de lui voler son manteau, elle aurait réagi différemment. Et ça, elle l'explique en disant que en fait, le viol, c'est aussi une agression qui la renvoie à sa position de femme et qui lui inculque qu'elle est sans défense, qu'elle n'est pas là pour se défendre, qu'elle est là pour être la victime, qu'elle n'a pas le droit de se défendre, qu'elle n'a pas le droit à la violence, et qui la remet dans sa position de femme. Puis elle raconte qu'au final, les agresseurs finissent par trouver ce couteau dans sa poche, et qu'ils réagissent comme surpris qu'elle n'ait pas sorti et qu'elle n'ait pas utilisé contre eux. Et à ce sujet, eux, évidemment, ils se disent ça va, du coup, c'est évidemment pas un viol, hein, parce que et on retrouve tous les arguments qu'elle a déployés de dire elle aurait dû se défendre plus si c'était un viol, ça se serait pas passé comme ça, etc. quoi. Elle dit je ne suis pas furieuse contre moi de ne pas avoir osé en tuer un. Je suis furieuse contre une société qui m'a éduquée sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force. Alors que cette même société m'a inculqué l'idée que c'était un crime dont je ne devais pas me remettre. Et je suis surtout folle de rage de ce qu'en face de 3 hommes, une carabine, et piégé dans une forêt dont on ne peut pas s'échapper en courant, je me sens encore aujourd'hui coupable de ne pas avoir eu le courage de nous défendre avec un petit couteau. À la fin, il y en a un qui trouve cette lame, il la montre aux autres, sincèrement surpris que je ne l'ai pas sortie. Alors c'est que ça lui plaisait. Les hommes, en toute sincérité, ignorent à quel point le dispositif d'émasculation des filles est imparable, à quel point tout est scrupuleusement organisé pour garantir qu'ils triomphent sans risquer grand-chose, quand ils s'attaquent à des femmes. Ils croient benoîtement que leur supériorité est due à leur grande force. Ça ne les dérange pas de se battre, carabine contre cran d'arrêt. Ils estiment le combat égalitaire, les bienheureux crétins. C'est tout le secret de leur tranquillité d'esprit.
Et dans cette citation, on comprend à nouveau toutes les contradictions qu'on a au sein du patriarcat, à la fois de dire aux femmes qu'elles devraient se défendre, mais que jamais elles doivent se défendre. Et puis, la culpabilité, encore une fois, qu'on inculque aux victimes de viol, en leur expliquant que il y a jamais de bonnes victimes de viol. Il y a les gens qui se sont pas assez battus, il y a les gens qui se sont trop battus, il y a les gens qui n'ont pas été suffisamment intelligents et qui auraient dû s'habiller différemment, il y a les gens qui ont... Et il y a toujours une bonne raison pour expliquer, alors qu'en réalité, on devrait juste accueillir les témoignages des victimes plutôt que de toujours le remettre en question avec des éléments de contextualisation. Puis elle parle de ce qu'on attend des personnes qui ont été violées, et ce qu'elle dit, c'est que grosso modo, ce qu'on attend d'une femme qui s'est fait violer, c'est qu'elle retourne la violence contre elle-même. C'est qu'on attend qu'elle se fasse du mal physiquement, psychologiquement ou d'une autre manière. Elle dit, plutôt on l'a dit, qu'elle sorte spontanément du vivier des épousables. Donc en réalité, on attend que les victimes se purgent elles-mêmes, entre guillemets, de la féminité acceptable. Puisque il y a cette idée que une personne qui a été violée ne serait plus pure, entre guillemets, puisqu'il y a cette idée qu'une personne qui a été violée a été salie, et donc d'un point de vue objectivant, hein, d'un point de vue patriarcal, n'est plus bonne à l'usage, qui est l'usage des femmes dans le patriarcat, donc à savoir se marier, se reproduire, faire les tâches domestiques, etc. Et puis elle finit en parlant de comment on considère le viol dans la société, et elle dit que c'est quand même assez fou parce qu'on continue de faire comme si le viol ça concernait peu de gens. Malgré tout, c'est quelque chose qui est omniprésent dans l'art, qui est omniprésent dans la mythologie. Par exemple, si on revient jusqu'à la mythologie grecque, il y a une énorme partie de la mythologie grecque où c'est Zeus qui va se transformer en je ne sais quel animal, violer une femme à tour de bras, et puis après, qu'est-ce qui se passe ? On va juger les femmes pour coupables de s'être fait violer parce qu'elles sont tombées enceintes, parce que une telle ou une telle autre raison, et peu importe en fait. Et on va les juger coupables parce qu'elles sont coupables elles sont responsables du désir qu'elles produisent. Au sujet du viol, elle va dire le viol, c'est la jouissance de l'annulation de l'autre, de sa parole, de sa volonté, de son intégrité. Le viol, c'est le propre de l'homme, que les femmes ne sont jamais appropriées. Et donc cette idée est de dire que déjà le viol, c'est un truc intrinsèquement masculin, et puis que ça fait partie en fait de la construction sociale de ce que c'est qu'être un homme. Que le caractère viril c'est quelque chose de pulsionnel, de brutal. On entend notamment grâce aux putes il y a moins de viols. Cette idée que en fait les hommes auraient un besoin de sexualité et que s'il n'est pas rempli volontairement, il le sera de force. C'est un peu cette idée derrière, c'est de dire que de toute façon les hommes ont besoin de sexe, donc soyez consentantes ou soyez violées. Il y a toute cette idée en fait de naturaliser la domination, de faire croire aux hommes que leur domination est légitime et aux femmes que subir cette domination l'est tout autant. Parce que on va inculquer aux femmes qu'elles sont moins fortes, pas capables de se battre, pas capables de se défendre, pas capables de ci, de ça, de ci, de ça. Et aux hommes, à l'inverse, on va leur inculquer qu'ils sont plus forts, plus grands, plus malins, etc. Et à tel point que ces choses-là, ça a des effets, et ça a été prouvé en psychologie. On en a discuté avec le livre Le talent est une fiction de Samakaraki. Et donc ça a des effets concrets qui vont rendre une certaine vérité, entre guillemets, là-dedans. Et on va se retrouver avec des gens qui se disent « Ah on est évidemment à égalité de base, et comment ça se fait que les hommes en soient là et les femmes en soient là ?» C'est qu'évidemment, il y a une supériorité des hommes sur les femmes. Et donc, par une espèce de tautologie, on va renourrir un système qui va dévaloriser les femmes, valoriser les hommes, et justifier ce système pour justifier ce système, etc., etc., etc. Et puis, elle finit en parlant il y a pour elle un fantasme du viol. Elle dit « Ces fantasmes de viol, d'être prise de force dans des conditions plus ou moins brutales, que je décline tout au long de ma vie masturbatoire, ne viennent pas out of the blue.
C'est un dispositif culturel prégnant et précis qui prédestine la sexualité des femmes à jouir de leur propre impuissance, c'est-à-dire de la supériorité de l'autre, autant qu'à jouir contre leur gré, plutôt que les hommes que comme des salopes qui aiment le sexe. Dans la morale judéo-chrétienne, mieux vaut être prise de force que prise pour une chienne. On nous l'a assez répété. Et donc cette idée de refuser aux femmes le droit à la sexualité, de refuser aux femmes le droit à l'envie sexuelle, ça pousse aussi cette idée, en tout cas selon elle, que ça crée cette culture du viol à la fois dans l'idée que les femmes ne vont pas apprécier le sexe en tant que tel, mais c'est quelque chose que les hommes doivent leur faire apprécier, qui est une logique très proche de l'idée de dire si une femme pense qu'elle veut pas avoir de relations sexuelles, violez-la, ça se trouve elle sera contente. En quelques termes, hein, donc globalement on est vraiment dans la culture du viol. Et puis elle parle de son expérience et dit ce n'est pas la pénétration qui me terrorise, mais l'idée qu'ils vont nous tuer. Et notamment, elle va finir par dire « Depuis 20 ans, chaque fois que je crois en avoir fini avec ça, j'y reviens. Pour en dire des choses différentes, contradictoires, romans, nouvelles, chansons, films, j'imagine toujours pouvoir un jour en finir avec ça, liquider l'événement, le vider, l'épuiser. Impossible, il est fondateur de ce que je suis en tant qu'écrivain, en tant que femme, qui n'en est plus tout à fait une. C'est en même temps ce qui me défigure et ce qui me constitue. » Et donc il y a vraiment cette position, par rapport aux femmes notamment, de dire que le viol c'est un peu ce qui vous rappelle, et encore une fois, hein, c'est pas mes propos et c'est vraiment l'idée derrière il y a cette idée patriarcale de rappeler aux femmes en leur disant voilà votre place de dominer, mais aussi voilà parce que c'est un acte fédérateur et qui va définir la masculinité et c'est un acte ultra présent hein, dans la culture patriarcale. Mais c'est aussi un acte, comme on l'a dit avant, qui va vous exclure de la féminité. Et ce qu'on a dit un peu plus tôt, ce truc avec Camille Paglia de dire que le viol est constituant de ce que c'est être une femme. C'est-à-dire que être une femme, c'est prendre le risque d'être violée en société. Et c'est aussi excluant d'être une femme parce que si c'est un risque que vous avez pris et que vous avez perdu, entre guillemets, alors vous êtes rejeté de la féminité. Et donc c'est un peu là-dessus que se finit ce chapitre sur le sujet du viol.